Bonjour à tous, bienvenue, merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Je voudrais d'abord faire un petit test pour savoir si le son est bon, si l'image est bonne, si quelqu'un peut me dire si c'est OK. Parfait, merci beaucoup. Donc merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. La thématique de ce webinaire sera de comprendre les grands enjeux de la valorisation de la donnée industrielle. Alors ça durera à peu près 45 minutes. Je vais passer un certain nombre de slides et puis à la suite de ça, vous pouvez poser des questions tout au long du webinaire. J'essaierai d'y répondre à la fin du webinaire à certaines de vos questions et pour d'autres, je vous recontacterai a posteriori. Donc voilà, ce webinaire, la thématique, comprendre les grands enjeux de la valorisation de la donnée industrielle. Alors il y a beaucoup de choses à dire. La première, je vais me faire une petite présentation. Je m'appelle Christophe Beck. Je suis responsable de la donnée dans le groupe Studia. Studia, je vais présenter rapidement la société sur le slide. Si ça veut bien passer au slide suivant. Hop, voilà. Le sommaire, d'abord, je vais vous présenter le groupe Studia. Ensuite, la donnée. Quels sont les grands enjeux pour l'industrie? Chapitre 3, la donnée, la data au centre des nouveaux modèles économiques. Ensuite, comprendre le cycle de vie de la data industrielle. Puis, comment déclencher, porter en interne un projet autour de la data. Ensuite, nous évoquerons quelques items, quelques éléments sur la ROI, donc le retour sur investissement des projets autour de la data. Et ensuite, on pourra aborder quelques questions. Voilà. Donc, les chiffres clés de la société Studia, je vais faire assez vite. Studia est une société qui comporte une douzaine d'implantations en France comme à l'international. Nous sommes une ETI d'environ 400 collaborateurs, des ingénieurs, des cadres, des techniciens. Nous avons à peu près 300 clients qui sont autour des grands comptes, mais également autour des ETI. Et nous avons fait en 2019 un chiffre d'affaires de 32 millions d'euros. Nos clients, on va parler des clients, se situent dans la plupart des secteurs de l'économie. Nous avons des clients au niveau de l'énergie. EDF est un important client, de même que le CEA. Côté défense, on retrouve Thales, Airbus. Pareil, côté aéronautique, Airbus et Safran. Au niveau des transports, la RTM, Marseille et d'autres clients. Et ensuite, diverses industries, tertiaires, secteur public. Donc, vous voyez, voilà, tous ces clients nous font confiance et sur l'ensemble des secteurs de l'économie. L'offre de service Studia, quelle est-elle? Aujourd'hui, nous avons cinq offres de services. Une tournée autour de la gestion des contenus, des processus et des connaissances métiers. Une tournée autour de la data, valorisation des données métiers. Une tournée autour de la sécurité, gestion de l'intégrité et de la sécurité de l'information. Une offre également sur la digitalisation, transformation, collaboration digitale. Et une offre qui, je dirais, englobe presque toutes les autres, l'industrie 4.0 autour de l'industrie numérique. Aujourd'hui, le focus, c'est autour de la data et de la valorisation des données métiers. Alors, je vais passer page suivante. Voilà. Donc la donnée, aujourd'hui, quels sont les grands enjeux pour l'industrie? On entend de plus en plus parler aujourd'hui de l'industrie 4.0. Je vais essayer d'en donner une explication la plus simple possible. On sait aujourd'hui que l'usine du futur, elle sera de plus en plus connectée, tant en interne qu'avec l'externe. Alors attendez, excusez-moi, je reviens parce que c'est allé un peu plus loin. Les aléas du direct, je suis désolé. Voilà, donc j'en étais à ce slide. Donc je disais, l'industrie 4.0, l'usine du futur, elle sera de plus en plus connectée, on le sait, tant en interne qu'en externe.
Ce terme de l'industrie 4.0 a été évoqué pour la première fois au Grand Salon technologique de Hanovre en 2011. Le concept même fait écho à la quatrième révolution industrielle actuellement à l'œuvre. C'est-à-dire, c'est une révolution digitale. Il y a eu celle de la mécanisation, de l'électrification, de l'électronique. Aujourd'hui, la révolution digitale. Et on sait que les usines du 21e siècle sont en effet en train de muter. Elles deviennent des entités hyper connectées en interne, mais aussi vers l'externe. Et donc, on a une masse de données croissante et dont le traitement devrait accroître la flexibilité de la prod, améliorer la qualité des produits et réduire les délais de mise sur le marché. Et donc, comme je disais qu'elles étaient connectées vers l'extérieur, on sait qu'avec les fournisseurs, les clients, l'usine n'est plus aujourd'hui centrée sur elle-même, mais elle doit s'ouvrir vers l'extérieur. Et l'industrie 4.0, c'est un peu cette idée-là aussi. Sur le prochain slide, on peut voir une schématisation des flux autour de l'industrie 4.0. Alors, on voit quoi? On voit des personnels dotés de tablettes. Ah, attendez, je reviens. On voit des personnels dotés de tablettes, des bracelets connectés, des outils de réalité augmentée, des machines, des robots, des imprimantes 3D, des infrastructures barrées de capteurs, des véhicules de manutention sans conducteur, des imprimantes 3D, je l'ai dit. Et au cœur de l'usine, l'idée, c'est d'abord de faciliter l'échange de data entre tous ces acteurs. On les voit, les flux, ils sont très importants. Et l'enjeu, donc c'est également, le deuxième enjeu, c'est de connecter davantage l'usine avec les autres entités de l'entreprise. C'est-à-dire avec des plateformes cloud, on relie l'usine avec les autres sites de production, les services achats, la compta, les services administratifs, les ressources humaines, la direction, etc. Et enfin, cette stratégie s'étend même en dehors de l'entreprise, en connectant directement les usines avec l'écosystème de l'industriel, c'est-à-dire les fournisseurs, les clients, les intégrateurs et les autres prestataires de services. Par exemple, à titre d'exemple, chez EDF Nucléaire, la branche est en cours de déploiement de ce qu'on appelle l'entreprise étendue. C'est un véritable SaaS numérique d'échange de données avec l'ensemble de ses fournisseurs. Et cela va permettre une meilleure maîtrise de la surveillance de la qualité de ses fournisseurs. Alors, l'industrie 4.0, ça implique une nouvelle donne industrielle, un nouveau modèle économique. C'est une révolution qui repose sur l'émergence simultanée de plusieurs grandes innovations. En plus de la robotique avancée, ça repose sur l'informatique avancée ou décisionnelle avec les machines apprenantes, l'exploitation du big data, l'avènement du cloud, mais aussi la réalité virtuelle qui va se mettre au service de la maintenance à distance et de la formation. On voit aussi l'avènement de l'Internet des objets industriels, l'IoT, autrement dit, avec la possibilité de faire le lien entre ces objets physiques et le système d'information, le numérique. Et aussi également la maintenance prédictive, qui vient s'ajouter à la maintenance curative et préventive et qui va permettre de réduire les temps d'arrêt sur les sites de prod afin d'assurer la disponibilité des machines et des équipements. On a fait une représentation d'une usine 4.0. Vous allez voir un petit peu tous les robots, tout ce qu'on peut retrouver dans une usine 4.0. Si la page suivante veut bien s'afficher. Je suis désolé. Petit souci technique. Voilà. Donc là, comme je vous disais, on voit une série d'objets connectés, on voit de la cobotique, des exosquelettes, de la fabrication additive, de la réalité augmentée, mais aussi de l'IA, du machine learning, de la blockchain, digitalisation du BI, analytique, big data. Donc on voit que tout ce petit monde se côtoie, toutes ces technologies en fait vont se côtoyer, mais éventuellement des objets connectés aussi, des drones notamment,
et des objets qui vont permettre de faire de la du contrôle visuel d'équipements défectueux. Donc tout ça cohabite dans un même endroit, et ça fait beaucoup d'informations qui circulent et beaucoup de gens qui sont au cœur de tout ça. Chapitre 3, c'est la data au centre des nouveaux modèles économiques. Je vais vous parler des 3 principaux business models autour de la donnée. La donnée, tout d'abord, qu'est-ce qu'elle fait? Elle apporte un avantage compétitif. Et oui, c'est une évidence, la donnée peut être utilisée par les organisations pour créer un avantage compétitif. Généralement, sans changer les fonctions, les processus au cœur des organes, mais elle permet d'apporter des avantages face au marché. Ensuite, la donnée, elle améliore les produits et les services existants. C'est vrai que placer la donnée, son traitement au cœur des offres existantes, c'est un vecteur de différenciation sur le marché. Elle n'apporte pas obligatoirement un avantage compétitif, mais en revanche, elle aide à identifier et différencier les capacités et compétences de l'entreprise. Et enfin, la donnée est un produit. Et oui, transformer la donnée en actif de l'entreprise, c'est un des enjeux, et ça peut être commercialisé, soit directement, soit placé dans un produit en tant que composant, ou encore monétisé comme le font les gestionnaires de bases de données, mais avec la pertinence de la maîtrise des couches. Ensuite, l'idée, c'est de comprendre le cycle de vie de la data industrielle. Donc ça s'affiche. Donc comprendre le cycle de vie de la data industrielle. De plus en plus de données sont déversées dans les systèmes d'information. Les industriels doivent certes... Ah, attendez, je suis allé un peu trop loin, je reviens en arrière. Il y a un petit décalage sur le réseau, je suis désolé. Donc je disais, les industriels doivent certes s'assurer que leurs machines sont sûres, restent à la pointe de la techno, mais les données sont tout aussi importantes. Le fait que les données doivent être au centre de tout et au premier plan n'est plus remis en cause aujourd'hui, comme ça a pu l'être dans le passé. Et donc tout ce torrent de données qui se déverse, provenant des capteurs, des processus de fabrication, ces données, elles ont une valeur immense. Et celle-ci n'a finalement pas trop d'intérêt si les entreprises ne peuvent pas s'organiser pour les gérer, ces informations, pour les rechercher, pour les analyser, pour les utiliser, afin de créer des meilleurs produits ou de meilleurs processus. Et c'est pareil pour l'IA. L'intelligence artificielle, elle n'est pas non plus pertinente si les données traitées sont incomplètes ou peu fiables. Finalement, le cerveau artificiel, il fonctionne comme le cerveau humain. C'est-à-dire, ils ont tous les deux besoin de données de bonne qualité et bien organisées pour prendre les bonnes décisions et les décisions de qualité. Je vais maintenant vous parler du processus et du cycle de vie des données qui s'adapte effectivement aux données industrielles. On a d'abord, donc sur la gauche, vous voyez un cycle de vie de la data, un cycle de vie assez linéaire, captation, ingénierie, exploitation. Et sur la droite, ce sont des activités qui interviennent tout au long du cycle de vie. La modélisation des données, la gestion des métadonnées, la gestion de la qualité et de la sécurité des data. Si on revient sur la captation, l'enjeu, c'est quoi? Captation de la data, c'est intégrer, collecter des données en temps réel de sources diverses dans le système d'information. Ce sont des capteurs IoT, de la documentation technique structurée, issue de la maintenance. C'est aussi la capacité d'utiliser l'IA dans ce qu'on appelle le control vision, c'est-à-dire la reconnaissance optique intelligence, par exemple pour trier les objets défectueux dans une chaîne de prod. Mais pour collecter ces données, il faut mettre en place une plateforme de transformation, d'uniformisation de ces données produites par un parc de machines disparates. Et pour ça, il faut des solutions, par exemple, technologiques d'ETL pour exporter, transformer et charger les données. En format aujourd'hui, ces capteurs, il y en a de divers fournisseurs et de diverses technologies. Mais aujourd'hui, il y a un format standardisé qui semble émerger. Il s'appelle OPC-UA pour la fondation OPC, Unified Architecture. Et ce standard, il est indépendant de tout constructeur, il est multiplateforme et il vise à rendre l'ensemble des systèmes interopérables. Et ça garantit un haut niveau de sûreté.
Il faut surveiller ce standard-là parce qu'il permettra, je pense, de rendre interopérable la plupart des capteurs intelligents. Ensuite, après la captation, il vient l'étape d'ingénierie. L'idée, c'est quoi? C'est d'intégrer, maîtriser les logiciels de gestion du cycle de vie des données industrielles. Ça veut dire créer, enrichir, valider, publier, versionner toutes ces données dans des outils du SI, c'est-à-dire les ERP, les ECM, les CRM et les PLM, mais aussi la CAO, bien sûr. Donc ça, c'est la brique du milieu, on va dire, la brique qui existe déjà depuis des années, mais qui est importante. Et ensuite vient la brique exploitation, qui est la brique, à mon sens, qui est symptomatique de l'exploitation de la data et de sa valorisation. L'exploitation, en fait, l'enjeu, c'est quoi? C'est de pouvoir visualiser, explorer les données industrielles qui viennent de multicanaux dans des dashboards, des tableaux de bord qui sont unifiés, et les métiers qui puissent explorer ces données qui leur appartiennent en toute autonomie. C'est ça l'idée. C'est qu'ils soient pas dépendants de X ou de société X ou Y. Et ça, c'est rendu possible par la construction de ce qu'on appelle des data lakes. Ce sont des lacs de données qui recueillent l'ensemble des données dans leur format natif. Et aussi des outils de data visualisation comme Elasticsearch, Kibana, Tableau, Qlik. Ces outils-là permettent vraiment de faire la différence en termes de valorisation de la data. Et en plus, on sait qu'il devient également possible de représenter le plus fidèlement possible l'état en temps réel des données au sein des processus modélisés lors de la conception. C'est ce qu'on appelle le process mining. Mon processus, je l'ai modélisé en amont et j'ai tous les capteurs et les sondes dans le système d'information qui me permettent de mesurer ma qualité et ma fiabilité du process. Et les temps, les délais de réaction, c'est très important. Et on arrive aussi, pour l'exploitation, à coupler des données techniques de mesure, par exemple issues de capteurs, avec des seuils définis, à coupler ces données avec des PLM, des ERP, mais ou bien dans des documents de maintenance structurés. C'est ce que fait de plus en plus EDF ou des sociétés de l'aéronautique. Ça, on a vu le cycle de vie de la data. Donc maintenant, tout ce qui intervient autour du cycle de vie, c'est par exemple la brique modélisation. La brique modélisation, elle permet de comprendre, quand on arrive à la maîtriser, de comprendre le data model des clients. Donc, comment ils gèrent leur processus, quelles applications ils utilisent et quels objets métiers participent sur ces processus. Cette modélisation, elle est très importante. C'est les data architectes en général qui en ont en charge. Ensuite, en dessous des objets métiers, on retrouve les métadonnées. La gestion des métadonnées, c'est très important. Créer et maintenir l'ensemble des propriétés caractéristiques inhérentes aux données industrielles. Par exemple, des pressions, des températures et autres données techniques. Tout ça, ça permet de comprendre les données parce que ça leur confère un contexte technique et métier. Ensuite, la qualité. L'idée, c'est quoi? C'est de définir, surveiller, maintenir l'intégrité des données, améliorer la qualité de ces données, bien sûr, pour s'assurer de la consommation de celles-ci. Il faut effectivement que les outils et le SI, tout participe à collecter des données de qualité. On ne va pas pouvoir exploiter cette donnée si elle n'est pas fiable. Ensuite, il y a la sécurité, bien sûr. Il faut s'assurer du chiffrement des données, le contrôle des accès, les fonctions d'anonymisation et de masquage des informations. Voilà, c'est très important. Effectivement, protéger contre la cybercriminalité, les fuites accidentelles ou les piratages intentionnels. Donc là, on voit bien le cycle de vie et tout au long du cycle de vie. Ensuite, on va discuter de comment déclencher, porter un projet en interne autour de la data. C'est pas forcément si évident que ça. Sur le prochain slide, vous allez voir les acteurs actuels de la donnée en interne, le rôle de ces principaux acteurs. On a aujourd'hui le Chief Data Officer qui est un peu la personne qui orchestre les projets data et qui sollicite l'ensemble des rôles. Par exemple, au niveau du métier, on a les sponsors métiers. Ce sponsor, il permet de définir, valider la stratégie d'entreprise sur les objets métiers qu'on sait considérer. Et puis, ce sponsor, il pilote ce qu'on appelle les data owners, les propriétaires de la donnée. Et ces data owners définissent les règles d'utilisation de la donnée. Ces data owners eux-mêmes coordonnent ce qu'on appelle des data stewards.
C'est un titre pompeux, mais il est très important. Data Steward qui vous accueille comme dans un avion, et il applique les procédures, il gère opérationnellement la qualité de la donnée. Par exemple, les techniciens de maintenance sont les data stewards qui vont être très importants dans les processus et dans l'industrie 4.0. Ensuite, ce Chief Data Officer et les data stewards peuvent solliciter le data scientist. Ce data scientist, c'est un nouveau rôle en fait. C'est celui qui va permettre de créer des algorithmes, de rentrer les données d'entrée dans le machine learning, et il produit des informations pertinentes pour les métiers. Et enfin, le data architect, qui lui en général appartient à la DSI, c'est celui qui est garant d'une vision globale des modèles des données et de l'architecture. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, la brique modélisation, la brique metadata, mais aussi les technologies pour arriver à collecter les données, pour s'assurer qu'elles arrivent et qu'elles sont interprétées. Prochain slide, ça va être la chaîne de valeur de la data. On a parlé de pas mal de choses autour de la data, mais finalement, la collecter, c'est s'approprier la donnée. Ensuite, l'exploiter, c'est analyser cette donnée pour y arriver, avec une boucle d'enrichissement, effectivement, par l'ensemble des acteurs métiers et aussi par les informations apportées par le SI, par la doc structurée, par tout ce qu'on peut trouver. Et ensuite, c'est l'activation de la data. La data qui avait une valeur potentielle, on la croise avec un processus métier, ça devient de la data valorisée, qu'on doit pousser vers les métiers concernés pour prendre les bonnes décisions. Discutons maintenant un peu de retour sur investissement. En fait, ces projets autour de la data et de l'industrie 4.0 sont des projets très récents ou en cours de route. En fait, on n'a pas encore le recul nécessaire pour avoir tous les vrais chiffres. On les aura que dans 5 ou 10 ans. Mais on peut déjà donner quelques pistes. Donc, l'impact de la révolution numérique sur la chaîne de valeur. En fait, la reconfiguration de la chaîne de valeur est importante. L'enjeu, c'est l'adaptation des organisations, la préservation ou la reconstruction des avantages compétitifs. Les fabricants des équipements connectés, ils doivent à la fois intégrer l'industrie 4.0 dans leur propre équipement et dans ceux qu'ils vendent. Avec la transformation digitale, de nombreuses certitudes ont sauté, en fait. Cette redistribution, des cartes du paysage concurrentiel en perpétuelle mutation, est en raison de la digitalisation de l'économie, n'en est qu'à ses débuts. On est vraiment qu'au début. Ensuite, comment générer de la valeur en connectant les produits? Pour réduire les coûts de production, optimiser la maintenance, s'adapter en temps réel aux variations des demandes des clients et améliorer la collection des produits. En fait, grâce à la présence des capteurs à la fois dans les produits en cours de fab et dans les machines qui les fabriquent, on peut suivre les specs propres à chaque produit. Ça permet notamment de réduire les coûts de prod, d'optimiser la maintenance, de s'adapter en temps réel aux variations des demandes des clients et d'améliorer, bien sûr, en permanence la qualité du produit. Alors là, je vous ai fait figurer sur ce slide, en fait, c'était comme si une ville en fait dans laquelle on peut voir l'ensemble des capteurs qui existent et l'ensemble des possibilités offertes par les capteurs, par l'exploitation de ces capteurs, aussi bien dans le naval, dans le nucléaire, dans la vie courante de tous les jours, dans les objets courants, dans les magasins. On voit que la data, elle est partout et l'utilisation de cette data, elle est omniprésente, elle est partout, c'est important. Donc, on a des capteurs dans les produits en cours de fabrication, dans les machines qui les fabriquent. On peut suivre les specs propres à chaque produit. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec cette donnée en fait qui circule. Sur le prochain slide, on va voir un petit peu les technologies au sein de l'usine et de l'industrie 4.0. On retrouve la maintenance prédictive,
la supply chain et toutes les technologies qui sont intéressantes. Alors, pour parler du retour sur investissement, on va s'intéresser à trois exemples intéressants. Airbus notamment, qui a lancé une plateforme digitale de partage de mégadonnées qui va permettre à tout l'écosystème de l'avionneur d'enrichir sa vision sur différents domaines historiques, de perturbations opérationnelles, gestion des pièces détachées, rapports de pilote, documentation technique. Ils ont investi sur un champ éloigné du cœur d'activité, mais Airbus entend ainsi améliorer les performances opérationnelles dans la production et l'exploitation des avions. Pour Seb, c'est encore une autre approche. Seb souhaite exploiter la donnée et l'exploitation, elle considère qu'elle a eu un effet positif sur l'optimisation des temps de cycle et la diminution des taux de rebut, mais aussi sur la contrôle qualité, puisqu'ils l'ont automatisé en faisant du contrôle préventif plutôt que destructif. C'est un cercle vertueux en fait. Un effet positif directement lié à l'exploitation de la data qui peut avoir un effet positif indirect, par exemple la réduction des opérations de maintenance. Et ensuite, un retour d'expérience du groupe Suez. La data pour faire de la maintenance prédictive. Suez, la data leur permet d'optimiser les OPEX dans leurs usines, utilisation des produits chimiques, rationalisation des équipements, faire de la maintenance prédictive sur des équipements onéreux, mais aussi d'optimiser le réseau de distribution d'eau grâce aux capteurs qui remontent les données stratégiques. Donc on le voit, on a là trois sociétés assez importantes qui ont un bon retour d'expérience sur l'utilisation de la data dans l'industrie. Voilà. J'en ai fini de cette présentation. Je suis maintenant à votre disposition pour discuter. Si vous avez des questions, répondre à vos questions éventuellement. Alors, je vois une question sur la data technique, le PLM. Le PLM, c'est Product Lifecycle Management. Ce sont les logiciels qui gèrent le cycle de vie des produits. Donc, un produit, si on part d'un hélicoptère, c'est l'hélicoptère et tous ses composants jusqu'au petit boulon de 12. Donc, c'est vraiment la gestion de chacun de ces équipements et de chacune de ces nomenclatures. Pour de la même manière qu'une GED gère un cycle de vie documentaire, un PLM gère le cycle de vie de tous les produits d'industrie en fait. Et les data techniques, je sais pas très bien ce qu'était la question de data technique, mais voilà, le PLM c'est ça. Donc c'est au cœur de l'industrie. Mais le PLM ne serait rien sans la documentation technique, sans les plans CAO, sans la GED des plans, sans les techniciens de maintenance qui contribuent à enrichir ces PLM. Et ces PLM ne seraient rien aussi si les capteurs qui sont en train d'arriver, de mesurer en temps réel les informations, ne remontaient pas ces informations. L'idée, quand je parlais tout à l'heure de data lake, c'est de confronter les données du terrain, que ce soit des données des opérateurs de maintenance sur le terrain, mais aussi des données automatiques qui sont remontées par les capteurs, des données dans les ERP. L'idée, c'est de croiser ces données dans des systèmes logiciels qui permettent de croiser, mesurer la qualité, faire des corrélations et donner ainsi de la valeur ajoutée à toutes les données. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions.
Si je reviens sur le cycle de vie, pour moi, c'est ce qu'il y a presque de plus important. Voilà. Si on revient sur ce cycle de vie, c'est là en fait qu'on va arriver à mesurer. Il faut que sur chacune des activités du cycle de vie, on ait de la valeur. La captation, je le disais tout à l'heure, c'est pouvoir remonter des informations qui sont dans les capteurs, mais ça peut très bien être aussi remonter des informations qui ont été prises sur le terrain par un technicien de maintenance qui remonte un cahier de maintenance. Ce cahier de maintenance, il faut l'osériser, mettre de l'intelligence artificielle derrière peut-être pour en tirer de l'information intéressante, mais aussi ça peut être un technicien de maintenance qui se balade sur la centrale ou dans l'usine et en fait il a une tablette numérique, il remonte les informations qu'il a relevées visuellement, cette tablette numérique, une fois qu'il a fait ses relevés, il revient au sein de l'usine, de l'industrie ou de la centrale nucléaire et à ce moment-là, sur le système d'information, il vient se repluguer sur le système d'information pour remonter automatiquement les informations dans le site. Donc l'humain, on voit qu'il est important là-dedans, notamment dans l'industrie 4.0 et dans l'industrie, puisque c'est un peu la thématique aujourd'hui, sur la donnée industrielle. Le technicien de maintenance, c'est le data steward dont je parlais tout à l'heure, et c'est vraiment un élément clé aujourd'hui. Il va manipuler des docs structurés, il va manipuler des données techniques sur le terrain, et il va aussi utiliser les logiciels de PLM, les ERP, pour entrer les données, pour voir les pièces détachées, pour voir tout ce qui se rapporte aux données qu'il a relevées, soit dans le SI, soit sur le terrain. Le projet Airbus, je vois qu'il y a une question sur le projet Airbus. C'est un projet qui a été lancé il y a 2-3 ans et qui est en cours de réalisation, mais qui mettra un moment à se mettre en place. Si je vois une question sur les données dans le cloud, est-ce que c'est risqué? Oui, bien sûr, c'est risqué. Mais c'est justement, il faut se prémunir de tout ça et être sur les plateformes les plus sécurisées possibles. Il y a une question sur le process commercial, ça j'en reviendrai a posteriori après ce webinaire. On pourra en reparler. Donc je disais la captation très intéressant et l'exploitation est très intéressante aussi. Aujourd'hui, même si votre donnée elle est propre, elle est de qualité, vous avez pu croiser votre donnée. Si cette donnée est là mais que personne ne s'en sert, elle n'a qu'une valeur potentielle, mais finalement qui n'a que peu d'intérêt parce que personne, aucun métier ne va l'utiliser. L'intérêt, c'est vraiment de pousser la donnée vers les métiers, d'avoir les outils. Alors, on peut parler du BI, mais aussi des outils de data visualisation, comme je disais tout à l'heure, qui sont des outils un peu plus interactifs que le BI et qui permettent aux métiers de se réapproprier la data, en fait, de se réapproprier leurs propres données, de naviguer, d'explorer la donnée et après d'en sortir des informations importantes pour eux. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. N'hésitez pas, nous avons encore quelques minutes ensemble, donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Alors pour les projets SEB et Suez, pareil, c'est des projets assez récents, pareil, pas plus de 2-3 ans d'existence.
On le sait, hein, ces projets-là, ça prend un temps fou, mais ils ont déjà pu mesurer les effets. Par contre, faut pas croire que la meilleure industrie 4.0 avec tous les capteurs, tout ça va automatiquement faire marcher les choses. Il faut vraiment se rendre compte que l'humain dans tout ça est très important. Et justement parce que l'humain, le bon rôle en fait, aura eu la bonne information au bon moment, il sera capable de prendre les décisions. On n'en est pas encore à une intelligence artificielle qui prendrait toutes les décisions. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, je vais passer à la fin du webinaire. Je vois une question. Comment prioriser un projet 4.0, par où commencer? En fait, l'idée, c'est on peut pas tout faire au même moment. Et pour moi, il faut définir des business cases, vraiment des cas métiers sur lesquels on fait un focus et on implique une équipe data, par exemple, sur ce cas métier, sur ce business case. On peut appeler ça un POC, Proof of Concept. Maintenant, on utilise de plus en plus le POV, Proof of Value, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de POC qui restent dans les armoires. Donc vraiment, l'idée, c'est de mesurer quelque chose et que ce business case ait une vraie utilité. Donc une fois que le business case il est défini, on a défini le périmètre, on nomme les acteurs autour de la data, comme je disais tout à l'heure. Quel est l'architecte, quel est le data steward, quel est et c'est le chief data officer ou le responsable de la donnée en général qui coordonne ces travaux-là. Le sponsor métier, bien sûr, très important. Donc voilà, cette équipe data, si je devais faire le parallèle avec ce qui se fait aujourd'hui en termes d'agilité, on parle de plus en plus de ce qu'on appelle les DevOps. Se développe maintenant de plus en plus ce qu'on appelle les data ops, c'est-à-dire l'agilité appliquée à la gestion de la data. Ça, c'est important. Donc, on construit son business case, on construit l'équipe qui va travailler sur ce business case, l'équipe data qui va travailler sur ce business case, et on choisit bien sûr les technologies. Est-ce que ça va être des capteurs? Est-ce que ça va être de l'IA? Est-ce que ça va être des drones? Est-ce que ça va être du contrôle visuel? Voilà. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant dans un projet 4.0, on va dire. C'est la data, l'équipe data et vraiment une démarche agile et le choix des technologies. Et alors, je dirais, dans le choix des technologies, il va falloir être le plus interopérable possible. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est vraiment très important. Comme je le disais tout à l'heure, tous ces capteurs-là, ils ont leurs normes pour communiquer, mais autant choisir, tant que faire se peut, les normes les plus standardisées possibles. Et tout à l'heure, pareil, je parlais de documentation structurée. Il est important que toutes les docs de maintenance qui se font papier aujourd'hui, toute la documentation qui peut être saisie au kilomètre dans les usines, dans les centrales, on arrive à en faire de la documentation structurée. Aujourd'hui, par exemple, pour mon cas personnel, je travaille actuellement avec EDF nucléaire pour les aider à mettre en place certains processus autour de la documentation structurée. Je vais passer au slide final en attendant des questions potentielles. On pourra revenir sur les questions, on a encore quelques minutes s'il le faut. Je voudrais vous parler d'un événement qui va se tenir le 4 juin au Technocentre de la team Henri Fabre sur Marignane. Et cet événement, vous êtes conviés, vous pouvez vous joindre à nous. On pourra aller un peu plus loin parce que là c'était vraiment un webinaire de vulgarisation, on va dire, sur la data. On pourra aller vraiment un peu plus loin sur cet événement-là, dans des démonstrateurs éventuellement
sur de l'IA, sur voilà, tout un tas de choses en fait autour de l'industrie 4.0 et sur la documentation structurée et sur cette thématique-là en fait. Donc j'attends encore une petite minute pour les questions, sinon on va pouvoir clore ce webinaire. Si vous avez besoin de me joindre, voici mes coordonnées au sein de Studia. N'hésitez pas, je répondrai avec plaisir à toutes vos questions, sans problème. Bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc on va clore le webinaire. Je vous remercie d'y avoir participé. Je veux juste vous faire un petit rappel, ce webinaire sera disponible en replay dans les prochaines semaines, donc n'hésitez pas à aller voir sur Webikeo, vous pourrez le retrouver. Merci beaucoup à vous d'y avoir participé, je vous souhaite une bonne journée et un bon courage dans ces temps difficiles. On est tous ensemble. Allez, merci beaucoup et bonne journée.